Nous avons des discussions à venir entre la Russie et les parties impliquées dans le conflit en Ukraine. Mais voici ce que Donald Trump a répondu aux questions concernant ses récentes déclarations à la Russie. Et pensez-vous toujours que Poutine veut réellement mettre fin à la guerre? Je ne peux pas vous le dire, mais je vous tiendrai au courant d'ici environ 2 semaines. D'ici 2 semaines, nous allons le savoir très bientôt. Nous allons découvrir s'il nous mène en bateau ou non. Et s'il le fait, nous réagirons un peu différemment. Mais ça prendra environ 1 semaine et demie, 2 semaines. Vous savez, quelle est votre réaction face à tout cela? Parce que d'un côté, nous avons Donald Trump et les membres de son administration qui font de tels commentaires. Et de l'autre, des discussions et aussi des escalades dans ce conflit qui sont assez importantes. Eh bien, tout d'abord, je n'ai jamais entendu l'expression « tapping us along ». J'ai entendu « stringing us along ». Donc, vous savez, je ne sais pas si Trump invente un nouveau terme, mais ce que cela montre, c'est qu'il n'y a que 2 possibilités dans tout cela. Soit l'équipe de Trump lui fait le coup du champignon, vous savez, le garder dans l'ignorance et l'entourer de fumier, sans lui dire ce qui se passe réellement. Soit il sait ce qui s'est réellement passé et il ment. Il n'y a pas de zone grise ici. Quand Trump est sorti dimanche dernier, en traitant Poutine de fou, ou en dénonçant toutes ces frappes de missiles et de drones injustifiées, sans raison valable, qui ont tué de nombreux civils, tout cela était faux. Au cours des 7 jours précédant le lancement par Poutine et les Russes de 548 drones et 83 missiles balistiques, l'Ukraine avait envoyé environ 1400 drones en Russie. Donc ce n'est pas comme si Poutine s'était levé un matin en se disant « Tiens, j'ai envie de bombarder des Ukrainiens ». Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et puis quand on regarde les victimes causées par 548 drones et 83 missiles balistiques, du moins selon les rapports, les pertes civiles recensées par l'Ukraine elle-même étaient de 30. Donc soit la Russie visait réellement des installations militaires, soit ils sont de très mauvais tireurs. Vous voyez, ils ont une très mauvaise précision. Les Russes ont réagi comme des adultes responsables. Ils ne voulaient rien dire qui puisse embarrasser Trump. Ils laissaient entendre que peut-être ils n'avaient pas bien compris la situation. Et en fait, il l'a laissé entendre lorsque Trump a été interrogé par un journaliste à propos de la tentative d'assassinat ratée contre Poutine avec des drones, alors qu'il se trouvait en hélicoptère en route pour Kursk. Et Trump a répondu « Oh, je n'en ai pas entendu parler. » Peut-être, oui. Cela pourrait être une raison. Tu crois? Alors j'ai imaginé à quoi ressemblera la prochaine conversation entre Trump et Poutine, où Poutine dira « Eh bien, Monsieur le Président, il semble que votre équipe ne vous ait pas correctement informé de ce qui se passait. Laissez-moi vous expliquer. » Et en bon juriste qu'il est, il passera tout en revue, point par point, et il conclura probablement par quelque chose comme « Et vous savez quoi? Je comprends maintenant exactement ce que vous avez ressenti lorsque vous avez été victime d'une tentative d'assassinat. Moi aussi. Bien sûr, il ne dira rien sur le fait que cela a probablement été mené avec l'aide des États-Unis. Mais Poutine va rester au-dessus de la mêlée. Il ne sera pas dans la confrontation, il ne sera pas insultant. Et voilà Trump, qui fait de grands discours, mais qui n'est pas en position de tenir ses promesses. Quand je regarde la façon dont la Russie a réagi, je veux dire, une tentative d'assassinat contre Poutine, c'est quelque chose de très grave. Et les escalades, bien sûr, continuent, malgré les discussions entre les États-Unis et la Russie. Mais en même temps, l'attitude de la Russie a été incroyablement professionnelle. C'est presque comme s'ils avançaient avec la fluidité de l'eau. Eh bien, tout d'abord, concentrons-nous, car je ne veux pas que les gens banalisent l'attaque qui a eu lieu contre le président Poutine alors qu'il se trouvait à Kursk.
Tant la doctrine nucléaire des États-Unis que celle de la Russie stipule que si quelqu'un conteste, attaque ou cherche à neutraliser le commandement et le contrôle des ressources stratégiques, à savoir le commandement et le contrôle du lancement nucléaire, cela déclenchera une riposte nucléaire immédiate, car cela sera considéré comme une attaque contre notre dissuasion nucléaire stratégique. L'élément central du commandement et du contrôle nucléaire est le président de la Russie et le président des États-Unis. Command and control is the president of Russia and the president of the United States. That's why, our president. C'est pourquoi, vous savez, notre président est toujours accompagné de l'homme à la mallette. Les Russes ont aussi leur homme à la mallette. Donc je veux simplement que tout le monde comprenne que cette attaque contre Poutine, si elle avait réussi, aurait presque certainement entraîné un conflit nucléaire entre la Russie, les États-Unis et l'OTAN. On ne peut pas tuer le président d'une puissance nucléaire et s'en tirer sans conséquence. C'est simplement comme ça. Et puisque cette action n'a pas été menée uniquement par l'Ukraine, c'est-à-dire que l'Ukraine a été assistée d'une manière ou d'une autre par des renseignements et des technologies fournies par des pays de l'OTAN, le Royaume-Uni a peut-être pris les devants sur ce coup-là. Mais je n'absous pas les États-Unis de leurs responsabilités. Nous étions au courant de cela, et puisque nous n'avons rien fait pour l'empêcher, nous sommes donc complices. Voilà le niveau de stupidité qui existe. C'est le genre de stupidité que nous avons vu sous l'administration Biden, qui a failli nous mener au bord d'une guerre nucléaire en décembre dernier. Mais encore une fois, je ne veux pas que les gens disent « Eh bien, c'est juste Scott Ritter qui radote encore. » Eh bien, allez vous faire voir. Franchement, j'en ai vraiment marre des gens qui débitent des âneries. Vous ne savez absolument pas de quoi vous parlez. Nous avons failli crever en décembre dernier à cause de gens, des ignorants comme vous, qui ne comprenaient pas ce que faisait Biden en autorisant l'extension de la portée des missiles Attack-MS par rapport à une nouvelle doctrine nucléaire russe qui leur donnait le feu vert pour réagir. La Russie a dit « Nous avons maintenant le feu vert pour répondre ». Et je ne sais pas ce qu'ils auraient fait si Donald Trump n'était pas intervenu pour se distancier de cette politique. Ça nous a permis de gagner du temps, de calmer le jeu jusqu'à ce que Trump devienne président et on a évité un conflit nucléaire. Maintenant, on se retrouve dans une situation où sans prévenir, l'hélicoptère de Poutine est attaqué alors que Poutine est à bord par un essaim de drones ukrainiens. Si vous ne comprenez pas à quel point vous avez failli mourir, c'est que votre cerveau ne fonctionne pas. Donc c'est très sérieux, ce dont on parle ici. C'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas, vous savez tout ça. Et le fait que Donald Trump n'en ait pas eu conscience montre qu'il ne maîtrise pas sa politique. Et c'est là que réside le problème. Vous parlez de la Russie et de sa réaction. Je crois que la Russie a déjà décidé que cette guerre se terminera violemment. Il n'y aura pas de négociation de paix parce que les États-Unis en sont incapables. Regardons cela d'un point de vue structurel simple. Marco Rubio a reconnu que le conflit est une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie et que l'Ukraine est le proxy agissant au nom des États-Unis. Ce n'est pas le secrétaire d'État, mais Marco Rubio qui l'a dit. Donc, si vous menez une guerre par procuration et que nous continuons à mener cette guerre par procuration, nous n'avons pas cessé de la mener. Comment pouvons-nous être l'innocent négociateur de paix? Tout ce que nous voulons, c'est que les gens arrêtent de mourir. S'il vous plaît, arrêtez de tuer des gens. Non. Du point de vue russe, tout ce que l'Amérique demande à la Russie de faire sert les intérêts de l'Amérique et de ses politiques, qui se manifestent dans ce conflit par procuration. Les Russes ne se font donc aucune illusion sur ce qui se passe. Ils joueront le jeu et feront ce qu'il faut pour mettre les pièces en place. Mais ils savent qu'au final,
Cette administration, dans sa configuration actuelle, est incapable de créer les conditions nécessaires à une négociation de paix réussie. Ce processus de paix va donc s'effondrer. La Russie l'accepte, car elle est en train de gagner la guerre. Elle va gagner la guerre. Elle obtiendra tout ce qu'elle veut par la force des armes de toute façon. Ce qui importe à la Russie, cependant, c'est de maintenir le dialogue entre la Russie et les États-Unis, de laisser Trump se retirer du processus de paix, comme d'un effort vain, mais de maintenir le dialogue entre les États-Unis et la Russie, afin de renforcer la réalité qu'il est plus important pour la Russie et les États-Unis de préserver une certaine forme de décorum diplomatique que pour les États-Unis de réussir à négocier la fin d'un conflit selon des conditions inacceptables pour la Russie. Il y a une raison pour laquelle la Russie a lancé l'opération militaire spéciale. Elle repose sur ce que la Russie appelle les causes profondes de ce conflit. Et tant que ces causes profondes ne seront pas suffisamment traitées, il n'y aura pas de paix. Eh bien, vous savez, la question des missiles dits de longue portée, ce n'est pas la distance que couvre le Taurus qui pose problème. D'après ce que je comprends, et Scott me corrigera si je me trompe, le Taurus, contrairement au Storm Shadow ou à l'Attack MS, a effectivement le potentiel de transporter une ogive nucléaire. C'est cela qui inquiète la Russie. La portée du Taurus est d'environ 500 km. C'est une capacité à relier un point A à une destination. Or, de Kharkiv, qui est juste à la frontière russe, il y a 650 km jusqu'à Moscou. Cela signifie donc que même le Taurus n'atteindra pas Moscou. Mais ce que cela indique, c'est que si l'Occident décide d'emprunter cette voie, alors vous savez, si vous êtes un général russe à l'état-major, vous ne pouvez pas assurer à Poutine « Oh, il n'y a aucun moyen de mettre une ogive nucléaire là-dessus ». Vous voulez prendre ce risque. Alors la Russie va devoir supposer le pire. Et ils ont été très clairs sur le fait que non seulement ils vont frapper le point de lancement du Taurus, mais qu'ils vont aussi s'en prendre aux personnes qui ont fabriqué le Taurus, c'est-à-dire Rheinmetall en Allemagne. Je ne sais pas s'ils sont basés à Berlin, Francfort, Stuttgart ou ailleurs, mais ils seront frappés par un Iskander. Donc encore une fois, cela entraînerait une escalade dramatique. L'insistance de la Russie, comme Scott l'a souligné, sur les causes profondes concerne presque entièrement l'OTAN et l'expansion de l'OTAN vers l'Est. La Russie va donc s'assurer que cela s'arrête, et que cela s'arrête définitivement. Mais la Russie doit aussi faire face maintenant à des provocations croissantes de l'Occident en mer Baltique, où ils essayent d'arrêter les navires russes. Et il y a eu quelques représailles là-bas. Mais en gros, maintenant les Russes envoient ce qu'on appelle des navires fantômes. Cela signifie simplement qu'il s'agit de pétroliers et de navires de ravitaillement qui ne sont pas assurés à Londres. Ils sont désormais assurés par une agence d'assurance russe. Et ils vont bénéficier d'une escorte militaire jusqu'à leur sortie de la mer Baltique. Donc, c'est un autre point de tension qui existe. Mais je pense que la Russie a pris la décision, et je suis d'accord avec Scott, qu'elle ne fait pas simplement semblant avec ses tentatives de négociation, mais qu'elle n'y va pas à l'aveugle. Et ils n'y vont pas en se disant « Mon Dieu, il faut qu'on négocie, c'est notre seule issue ». Oh, certainement pas. Ils sont militairement mieux équipés et préparés pour vaincre l'Ukraine et l'OTAN qu'à n'importe quel moment avant aujourd'hui. Je ferai simplement remarquer en passant que certains en Occident critiquent la Russie. Oh, ils perdent des millions et ils ne peuvent pas continuer comme ça. Je noterai simplement que la Russie recrute actuellement, en moyenne par mois, 40 000 soldats. Le département de la Défense des États-Unis était tout fier le mois dernier parce qu'il avait atteint son objectif de recrutement pour l'année, 50 000. Donc, en gros, les États-Unis sont satisfaits de recruter en un an ce que la Russie fait en un mois.
Cela montre bien l'état de déni dans lequel se trouve toute cette affaire. It just shows you the delusional state of this entire matter. You had asked the question about the Taurus, and because my brain Vous aviez posé la question à propos du Taurus, et comme mon cerveau est grillé, j'ai simplement oublié d'y répondre. on the Taurus, Concernant le Taurus, il y a aussi un aspect politique, et je pense que les médias se trompent complètement sur cette histoire. Je ne crois pas qu'aucun missile Taurus ne soit envoyé en Ukraine. Je sais que certains disent que 150 ont été envoyés en secret, que Zelensky murmure, que Merz murmure, et tout cela. Boris Pistorius est le ministre de la Défense de l'Allemagne. Il était aussi ministre de la Défense sous Scholz, mais comme Merz a dû reconstituer un gouvernement de coalition qui intègre des éléments de l'ancien gouvernement, je crois que Pistorius a été maintenu. Mais dans l'intervalle entre l'élection et l'arrivée de Merz à la chancellerie, Merz disait des choses du genre « Je vais donner le feu vert au Taurus ». they're saying things about, I'm going to green light Taurus. Taurus is going to be flowing. I'm going to make all this Le happen. Taurus va être livré. Pistorius Je vais faire en sorte que tout cela se réalise. Et Pistorius est intervenu en disant non, cela n'arrivera tout simplement pas. Il a dit quelque chose d'intéressant. Il a expliqué qu'il y avait des raisons pour lesquelles nous n'avions pas envoyé le Taurus sous le gouvernement précédent et que ces raisons restent valables aujourd'hui. Et il a ajouté que nous n'enverrons jamais le Taurus sous le prochain gouvernement. C'est une déclaration définitive du ministre de la Défense. Et la raison, à mon avis, est assez claire, même si elle n'a été formulée par aucun des partis. Lorsque l'Allemagne évoquait l'envoi du Taurus, les Russes ont envoyé un signal indiquant en substance que le Taurus représentait une ligne rouge et que si le Taurus arrivait en Ukraine, l'Allemagne serait prise pour cible et la décision était prise. Germany will be targeted, and that the decision has been made, the targets have been selected, and all they need Les cibles ont été sélectionnées et il ne reste plus qu'aux Allemands d'appuyer sur le bouton. Il n'y aura ni débat, ni discussion, ni avertissement. Cela arrivera, tout simplement. Et cela a été encore renforcé par l'utilisation russe de l'Ostrelnik contre l'installation de Dnipro en Ukraine. Cette attaque, selon moi, était liée aux menaces adressées à l'Allemagne, signalant que la Russie avait la capacité de frapper l'Allemagne d'une manière que personne ne pourrait intercepter, et que la destruction des installations allemandes serait inévitable. C'est ce que Pistorius voulait dire lorsqu'il a affirmé que cela n'arriverait pas. Alors, quand Merz intervient et commence à faire ces déclarations ambiguës du genre « Nous avons accepté de lever toutes les restrictions, bla, bla, bla », we have agreed to lift all restrictions, da, 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 da. What he was saying, apparently, was that ce qu'il disait, apparemment, c'est que l'Allemagne a désormais aligné sa politique. Parce que souvenez-vous, lorsque les États-Unis ont levé les restrictions sur les attaques MS et que l'Angleterre et la France ont toutes deux levé les restrictions sur les Scalp et Storm Shadow, les Allemands ont dit « Nous ne sommes pas d'accord avec cela ». Ce qu'il dit maintenant, c'est que notre politique est désormais conforme à celle de nos alliés à l'automne 2024. Et les gens ont dit « Eh bien, cela signifie que le Taurus est livré ». Non. Ce qui se passe, c'est que l'Allemagne livre à l'Ukraine des technologies liées au Taurus. C'est ce qui avait été discuté à l'époque. Je pense qu'à présent, Zelensky et Merz ont finalisé l'accord, quel qu'il soit, et que l'Allemagne va commencer à aider l'Ukraine à créer une base industrielle capable de produire des missiles de croisière à longue portée. On dit que ces missiles auraient une portée de plus de 2000 km, ce qui place Moscou bien à l'intérieur du rayon d'action. Ces missiles de croisière utiliseront la technologie allemande, et l'Allemagne affirme que l'Ukraine pourra en faire ce qu'elle veut. J'ai tout de suite constaté un certain rétropédalage en Allemagne. Je pense que Pistorius a reçu un autre appel téléphonique disant « Vous comprenez bien que si la technologie allemande frappe Moscou, nous frapperons l'Allemagne. » C'est tout simplement de la stupidité de la part de Merz. Je ne sais pas quel muscle il pense faire jouer. Je ne comprends pas pourquoi il agit ainsi en ce moment.
Mais je pense que les Russes ont récemment gagné beaucoup de confiance en raison de l'incapacité de l'Occident à faire preuve d'unité politique. La menace de la protection de l'article 5 n'existe plus. Je ne crois pas que les États-Unis soient dans une position où ils seraient prêts à échanger Boston contre Düsseldorf. Düsseldorf, bien sûr, c'est là où se trouve l'usine Rheinmetall. Et l'usine de Düsseldorf serait anéantie par des missiles non nucléaires. L'Allemagne pousserait des cris d'orfraie. Mais à ce moment-là, je crois que de nombreux pays, y compris les États-Unis, diraient « Vous avez adopté une politique unilatérale en dehors du cadre de l'autorité décisionnelle de l'OTAN. Par conséquent, les protections de l'article 5 ne s'appliquent pas à vous et nous n'allons pas venir à votre défense. » Nous pensons que les Russes, bien que nous condamnions ce qu'ils ont fait, ont agi selon ce qu'ils considèrent comme de la légitime défense en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Et je crois que l'Allemagne est en train de recevoir une leçon sur cette réalité en ce moment. Elle ne pourra pas compter sur l'OTAN et les États-Unis comme filet de sécurité. Et comme il ne s'agit pas de l'administration Biden, Trump n'ira pas faire la guerre pour l'OTAN. Trump ne permettra pas que les États-Unis soient détruits par des missiles nucléaires russes. Notre dôme d'or n'est pas encore construit. Donc je pense que l'Allemagne a vraiment pris trop d'avance et est condamnée à subir l'un de ces fameux accidents spectaculaires de ski alpin que nous voyons. C'est de la stupidité à l'état pur. Larry, pourquoi maintenant alors? Compte tenu de tout ce que Scott a dit, pourquoi penses-tu que l'Allemagne s'est engagée dans cette décision politique incroyablement imprudente? As-tu déjà eu le film Titanic, Danny? Ouais, les flics. Les struggles sont très longs. Vous vous souvenez de cette scène où tout le monde est tombé à l'eau, se noyait et se débattait? C'est l'Allemagne, d'accord? Vous voyez, ils réalisent que le navire coule et le désespoir a saisi non seulement l'Allemagne, mais toute l'Europe et dans une certaine mesure une partie de la classe néoconservatrice ici à Washington. Vous savez, on entend un battement de tambour incessant. Oh mon Dieu, l'économie russe s'effondre. Ils vont tomber d'une minute à l'autre. Et, oh, ils perdent des millions de personnes. Et oh, 1 million, il n'y a aucun moyen qu'ils puissent continuer. On continue à se mentir à nous-mêmes au lieu de prendre du recul et de dire « D'accord, faisons une évaluation honnête et objective de la situation de la guerre. » Et le rythme des opérations de la Russie, le tempo des opérations, a accéléré, il n'a pas ralenti. Leur prise de territoire s'est accélérée, elle ne s'est pas ralentie. La capacité des Ukrainiens à stopper les avancées russes est nulle. Il y a certaines zones où ils opposent une défense assez solide, mais là encore, cela va s'effondrer car les Russes évitent intelligemment de les attaquer de front avec des assauts massifs de chair à canon. Ils contournent les positions, travaillant sur la périphérie. Ils créent ce qu'on appelle des chaudrons, cherchant essentiellement à encercler, mais en laissant toujours prudemment une voie de sortie. Ils n'attaquent pas ces localités de front pour éviter leurs propres pertes, mais ils infligent tout de même des pertes incroyables aux Ukrainiens, et cela a augmenté de façon spectaculaire par rapport, par exemple, à l'année précédente. En réponse à cela, l'Occident essaie de déterminer quoi faire. Et je pense que vous savez, voilà Trump qui essaye de trouver comment s'extraire de cet avion en perdition. Et Trump se retrouve en fait un peu pris au milieu. Car si l'on regarde les membres du Congrès qui sont les plus fervents partisans de l'aide à l'Ukraine et de l'imposition de sanctions économiques à la Russie, ces mêmes sénateurs et membres de la Chambre, je le sais grâce à une enquête en cours, ont reçu des millions de dollars de la part des Ukrainiens. L'un des sénateurs républicains les plus en vue à ce sujet a reçu 17,3 millions de dollars. Un démocrate très en vue, m'a-t-on dit, aurait reçu environ 23 millions de dollars.
I was told he's gotten like $23 million. So this is actually now under active. Donc, cela fait désormais l'objet d'une enquête active. Pourtant, la Maison-Blanche de Trump est menacée par un projet de loi bipartisan soutenu par 81 sénateurs avec des sanctions écrasantes. Ainsi, quoi que fasse Trump, il fait toujours face à la perspective que ces politiciens achetés et payés essayent encore de lui mettre des bâtons dans les roues. En même temps, et cela déborde sur toute la question de Gaza et de l'Iran, si Trump fait quoi que ce soit qui aliène le camp d'AIPAC, il a de nouveau besoin de voix pour faire adopter son grand et magnifique projet de loi. Et s'il commence à dire « Eh, nous n'allons pas soutenir ton grand et magnifique projet de loi si tu t'engages dans ces aventures de politique étrangère qui vont à l'encontre des intérêts américains », cela devient assez compliqué. So it's pretty complicated.